à l'extrême gauche, qui n'est pas le hasard, Hervé Chabalier, qui est président du Festival 88. Oui, vous pouvez l'applaudir, Hervé Chabalier. À ses côtés, et moins à l'extrême gauche, qui n'est toujours pas un hasard, Philippe Alfonsi, qui était le président de l'année dernière. Claude Toracinta, dont vous connaissez peut-être, si vous avez l'occasion de capter la télévision suisse, vous connaissez peut-être de nombreux magazines et ce qu'ils produisent à la télévision suisse. Ensuite, juste après, Jean-Charles Degnaud de FR3. Hervé Brusini d'Antenne 2. Claude Angéli, le directeur du Canard Enchaîné. Jacqueline Diverès de Radio France Provence. Et puis Jean-François Boyer de TF1. À l'extrême droite, ce qui là est tout à fait un hasard. Je dois tout d'abord dire qu'à chaque fois que l'on parle d'information, d'enquête et d'investigation, moi ça me rappelle une phrase de l'un des PDG d'Antenne 2, ils ont été nombreux, c'était Marcel Julien qui disait que l'enquête et le reportage et l'information en général à la télévision c'était une source d'emmerde et que ça coûtait cher. Je crois que ça continue d'être assez vrai et on peut régulièrement l'observer dans un journal. Et ça, c'est peut-être la première interrogation. Est-ce qu'il existe de vrais reportages, de vraies enquêtes d'investigation dans les journaux télévisés que vous voyez le matin à 13h, à 20h ou à 23h? Est-ce que tout cela est un problème d'hommes? Est-ce que c'est un problème de moyens? Est-ce que les enquêtes qui trouvent leur place dans les journaux supposent des choix qui ont été faits par les rédacteurs en chef? Est-ce que ceux-ci n'ont pas tendance à préférer actuellement à faire des brèves, c'est-à-dire à vous donner très rapidement en 20 secondes ou 30 secondes une succession d'informations, comme si le nombre pouvait suppléer la qualité? Je crois que nous avons peut-être un peu tôt tendance à voir se développer actuellement dans la presse télévisée un style plus battleur et plus candide qu'un vrai style d'enquêteur et d'investigation. Je dirais aussi que pour ma part, je crois que l'investigation, cela peut aussi passer par un invité en direct, bien interrogé dans un journal. L'investigation magazine, j'ai eu l'occasion de la côtoyer récemment dans un magazine qui s'appelle Édition Spéciale sur Antenne 2. Alors, il était plutôt fait sur des thèmes. Je crois qu'il y a aussi des choix. Est-ce qu'il faut faire des magazines d'actualité? Est-ce que lorsque nous faisons des magazines d'actualité, c'est-à-dire des magazines qui reviennent régulièrement, nous avons le temps de faire de l'investigation, nous avons le temps de rechercher l'information, de la rapporter, de la vérifier? Est-ce qu'il faut, plutôt que de l'actualité, choisir des thèmes qui sont un petit peu justement en dehors de ce qui se passe tous les jours, de ce que vous avez pu prendre connaissance? C'est une des questions que vous pourrez vous poser tout à l'heure. J'ajouterais que quelquefois, à bon droit, on peut se demander si les rédactions ne souffrent pas de paresse ou de trouille, et que c'est peut-être quelquefois la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup d'enquête ou d'investigation. Question aussi, et je regrette que mon excellente consoeur de TF1, Michel Cotta, ne soit pas là, et il paraît qu'elle devait être là au départ. Est-ce que l'investigation est compatible avec le dieu audimat? C'est une question qu'on peut poser. Peut-être que Jean-François Boyer, qui travaille sur une chaîne privée, et d'autres, pourront peut-être nous répondre un peu plus facilement, quoique les chaînes publiques se soient mis au même genre. Alors, ce soir, on nous a demandé, dans une liste qu'on m'a remise de la part des organisateurs, de définir l'investigation. Ça, je vous laisse la charge de le faire, ça peut être rigolo. De dire où et comment elle se pratique. De montrer peut-être la comparaison entre l'investigation à la télévision et l'investigation dans la presse écrite. Je suppose que Claude Angéli nous expliquera que dans la presse écrite c'est beaucoup mieux et que nous ne faisons que suivre. De savoir aussi si dans ce rôle d'enquêteur, quelquefois certains journalistes ne vont pas jusqu'à être un peu des rouletabille, quelquefois des policiers. Je voudrais savoir aussi si, plus que ce que je connais, mais vous aurez peut-être d'autres faits à me rapporter, il n'y a pas beaucoup de constatations d'autocensure dans tout ce qui est fait dans les magazines d'actualité ou de thèmes à la télévision. Et éventuellement, je pourrais vous raconter ce qui s'est passé notamment hier soir à propos des sectes et de l'émission que j'ai eu la charge de présenter sur Antenne 2. Il y a aussi tout le débat sur les preuves. Est-ce qu'un journalisme d'investigation doit rapporter des preuves? Quelle est la qualité de ces preuves? Quelle est la qualité juridique de ces preuves? Et puis enfin, est-ce qu'il y a des domaines impossibles, des choses sur lesquelles définitivement nous avons renoncé ou nous devrions renoncer à enquêter parce que c'est pas possible dans le pays dans lequel nous sommes. Alors voilà, c'était ces quelques idées que je voulais vous développer. Je vais tout simplement donner la parole successivement à mes confrères, chacun donnera un petit peu son sentiment et au hasard de leurs remarques et de leurs interventions, vous n'hésitez pas à les interrompre. Nous sommes sur une place publique et donc nous avons la possibilité de le faire très librement. Peut-être qu'Hervé Chabalier pourrait nous donner, en tant que président, c'est bien normal,
un premier sentiment, une première réaction. Comme président, je vais être consensuel. Je vais dire que d'abord, ce qui compte, c'est que dans toute forme de journaliste, il faut qu'il y ait de l'investigation. Voilà, je m'arrêterai là, et puis après, tout à l'heure, on verra. Alors, je vais passer complètement de l'autre côté. Jean-François Boyer. Je pense qu'effectivement, il y a un gros problème aujourd'hui quant au journalisme tout court. Je me raccroche à ce que dit Chabalier. Quand on travaille effectivement dans une grande chaîne nationale qui a pour premier objectif de rentabiliser son fonctionnement. Et je voudrais reprendre ici, parce que le discours est tout fait et que je l'ai tenu il n'y a pas longtemps en présence d'Hervé Brusini, je voudrais rapporter 2 ou 3 exemples récents qui me concernent pour vous expliquer, vous faire toucher du doigt comment évolue l'information aujourd'hui dans le cadre d'une grande chaîne privée qui est obligée de faire de l'audience pour pouvoir avoir accès à des parts de marché publicitaires importantes. La tendance est très nette dans le cadre du magazine à TF1. Quand je dis le magazine, ce sont tous les magazines, reportages, 7 sur 7, etc., les spéciales. La tendance est très nette à personnaliser et spectaculariser l'information. Ça passe à travers ça prend différentes formes, en particulier la forme du portrait. Aujourd'hui, on a tendance, à la direction de l'antenne, à privilégier le portrait, à pousser les journalistes à essayer d'avancer l'information à travers la personnalisation. Et moi, je raconte à tout le monde que les 3 derniers reportages que j'ai faits, non pas parce que j'avais décidé qu'il en soit ainsi, mais parce que c'était la seule manière pour moi de pouvoir traiter de certains sujets importants, à savoir le Moyen-Orient, et en particulier le conflit israélo-palestinien, et l'Amérique centrale en particulier, j'étais amené à faire un portrait d'Arafat, un portrait de Noriega, non pas parce que je ne voulais pas faire des dossiers sur ces sujets, non pas parce que je ne voulais pas raconter, comme on racontait jusque-là, la vie de ces pays et de ces conflits, mais tout simplement parce qu'en vendant l'image d'un homme, Arafat ou le général Noriega, je vendais déjà à l'avance de l'audience. Bon, ça c'est une première réponse. La deuxième, pour revenir à ce que disait Chabalier, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de journalisme d'investigation, il y a du journalisme tout court. On l'a plus ou moins pratiqué, chacun notre tour, soit dans la presse écrite, soit dans la presse audiovisuelle. Ça débouche sur des produits, parfois, qui sont qualifiés de produits d'investigation, mais ça fait peut-être partie, là aussi, d'une logique commerciale. Dans l'édition, au cours de ces dernières années, on a eu tendance chez les éditeurs, c'est très net, à privilégier des produits qui sont des produits dits investigatifs, parce que c'est censé se vendre. Hein. Alors l'enquête investigative est une enquête qui se vend mieux, qui est censée toucher le public. Mais la démarche est la même. Je pense effectivement que la démarche est la même. Philippe Alfonsi, pour vendre les enquêtes que vous faisiez dans Taxi avant d'être remercié, comme chacun le sait, il y a quelques mois. Je pense, si vous voulez, qu'il y a eu un petit dérapage sur le grand reportage là, mais on sort un peu de notre sujet là, quelques secondes. Je crois que, à force de faire de ce qu'on a appelé un peu à tort, dans les 10 dernières années, les documentaires de création en France, on a un peu rasé les gens. C'est-à-dire qu'on a fait de l'image pour l'image, on a fait des choses très belles, très bien foutues, confiées généralement à des réalisateurs et à des journalistes de très grand talent, mais qui n'intéressaient pas obligatoirement le public. On a dit fini les 52 minutes, il faut faire des 15, il faut faire des 12, il faut faire des 7. Bon. Et on n'arrive pas à faire ça si on ne maille pas quelque chose autour. Si on ne met pas ça en forme et en page de façon originale. Bon, c'est ça qui a poussé à faire, disons, des mises en page un peu plus originales que ce qui était fait auparavant. Ce n'était pas la mise en page pour la mise en page ou la dramatisation pour la dramatisation. L'important, je tiens à le dire, c'était avant tout et toujours de faire passer l'information et de remettre dans le circuit l'investigation. Et d'ailleurs, attention, c'est pas sur la mise en page que je suis tombé, hein, c'est sur l'investigation, je crois. Alors une remarque rapide sur la presse écrite et la télévision, puisque je tombe dans la provocation lancée par Claude Sérillon. Je crois qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Ce qu'il y a, c'est que la presse écrite, en général, sort un certain type d'affaires, que parfois la télévision ou les radios ne sortent pas, mais je crois qu'elle devrait le faire. Et plus il y a de compétition, plus les gens seront attentifs à l'information, plus les gens liront de journaux. Alors qu'effectivement,
le coefficient de lecture en France n'est pas tellement élevé. Je donnerai quelques exemples pour montrer les limites. On parle toujours du pouvoir des journalistes. Moi, je crois que ce pouvoir est extrêmement limité. On ne dévoile qu'une partie des choses, on ne fait qu'une partie de la radiographie de cette société. Pardon. Et nous n'arrivons à dévoiler que vraiment très peu de ce qui se passe dans le monde politique, financier, économique ou autre. Je donnerai quelques exemples dans les dernières périodes et je m'excuse de citer le Canard enchaîné. Par exemple, nous avons sorti une affaire concernant l'Institut de sondage Louis Harris au moment où tout le monde mettait en cause, dans le monde politique et dans les médias, la qualité des sondages à propos des sondages des élections présidentielles et des législatives. Nous avons prouvé que le sondage Louis Harris était non seulement mal fait, qu'il avait été le dernier réalisé avant les présidentielles le premier tour et qui donnait 14,5 à M. Barr. M. Barr ayant depuis, dès ce moment-là, entamé une procédure pour porter plainte devant la commission des sondages. Cet article n'a été repris par aucun journal, à ma connaissance aucune radio ni aucune télévision. Ça mettait en cause l'Institut de sondage, ça mettait en cause les instituts, et c'est vrai qu'il y a quand même un certain respect dans les médias pour tout ce qui fait les sondages, puisque les commentateurs de radio, de télévision ou de presse écrite nous ont expliqué pendant des mois que M. Barr allait être devant M. Chirac, que M. Chirac allait ensuite être devant M. Barr, qu'ensuite M. Le Pen ne montait pas tellement, etc., etc. Un autre exemple, nous avons mis en cause Léotard, qui était ministre de la Culture, pour l'achat d'une gentilhommière de 600 mètres carrés à des prix défiant toute concurrence. Bon, là aussi, je veux dire, il n'y a eu aucune reprise. Je n'en suis pas choqué, je dis simplement qu'il y a une courtoisie ou un laisser-aller dans les médias qui fait que certaines affaires ne sont pas reprises. De même pour Balladur, qui, lorsqu'il était ministre des Finances, bénéficiait de 3 appartements à Chamonix, et qu'il ne déclarait pas cela dans sa déclaration d'impôt. Un ami qui a été chef de poste à l'AFP de Washington m'a expliqué qu'aux États-Unis, c'est pas une révélation, jamais les journalistes n'auraient lâché ces 2 ministres tant qu'ils ne se seraient pas expliqués sur ces questions-là. Dernière chose, nous avons parlé de Moon, qui a perdu l'avantage de paraître à la une des journaux, sur les financements du Front National par Moon, sur les activités militantes des moonistes en France des militants moonistes venant de l'étranger en faveur des candidats du Front National. Là aussi, un calme parfait. Je dirais ça, non pas pour faire de la publicité, hein, comprenez-moi bien le thème, je ne suis pas en train de dire qu'on est les meilleurs, parce que c'est pas vrai. Un petit peu quand même, quoi. Non, il y a de très bonnes enquêtes qui paraissent ailleurs. Là, je veux dire, sur ces 4 points précis, dans les dernières périodes, je suis tout à fait étonné. Je préfère qu'il y ait de la concurrence, on sera, nous, même battus, mais il y aura plus de gens qui nous liront. Je donnerai un exemple. Dans une affaire de Breuil, plusieurs journaux, dont Le Monde, Le Point et Le Canard enchaîné, ont bien travaillé. Ces 3 journaux ont extrêmement bien vendu pendant cette période et se sont valorisés. Et à l'époque, l'émulation pouvait jouer. Édouard Baird, on va passer, justement, puisqu'on évoquait les pays étrangers, et puis ensuite, je vous donne la parole. Édouard Baird. La première, c'est qu'il existe un journalisme investigatif à la télévision en Europe, pas tellement en France, pas autant en France par exemple qu'en Grande-Bretagne, mais il existe. Alors qu'aux États-Unis, son rôle est très très limité. Je pense à, bien sûr, il y a l'émission 60 Minutes et 20-20 à NBC, mais en dehors de cela, vous n'avez pas grand-chose. Par contre, vous avez, c'est dans chaque débutant, chez chaque débutant journaliste de la presse écrite, son rêve, c'est de devenir un deuxième Woodward. La mode du journalisme investigatif a bien sûr prédaté Watergate, mais c'est quand même la grande référence. Le fait est que, bon, c'est très compréhensible. Aux États-Unis, la télévision est la plus commerciale du monde. Le journalisme investigatif à la télévision est quelque chose non seulement de terriblement dérangeant, mais aussi quelque chose qui coûte terriblement cher. C'est vrai aussi pour la presse écrite,
Mais pour la presse écrite, on n'a pas à déplacer des équipes de télévision, on peut confier cela à une ou deux personnes. Il n'en est pas moins vrai que même pour un journal qui fait des bénéfices, l'option de se dire nous allons faire du journalisme investigatif, c'est presque un sacerdoce, parce que beaucoup de journaux en Amérique ne le font pas et s'en tirent très bien. Il y a plusieurs dangers de pratiquer le journalisme investigatif. Il y a par exemple un journaliste du Washington Post interrogé par quelqu'un qui lui voulait lui parler de ce sujet, qui disait mon but à moi c'est de faire tomber un gouvernement, par exemple. Je trouve que bon, cela c'est du journalisme investigatif à outrance. Mais il y a par contre des choses qui ne se pratiquent pas ailleurs, qui sont tout à fait remarquables. Doracinta sûrement connaît l'émission britannique Rough Justice, qui est une émission investigative, je dirais, à l'état pur, parce qu'il s'agit pour une petite équipe de journalistes de la télévision britannique, de la BBC, d'enquêter sur des erreurs judiciaires. Là, on touche... on a tout le monde contre soi, la justice, la police, l'opinion publique. Et c'est un fait que cette émission a été interrompue plusieurs fois, car il ne faut pas croire que la BBC soit tellement privilégiée par rapport aux autres télévisions. Mais personnellement, je voudrais voir, par exemple, un Rough Justice en France avec les moyens que lui a donné la BBC. Si les magazines d'investigation, les magazines de journalisme d'enquête dans les télévisions font de l'audience. Oui, si on veut. La télévision suisse romande est une petite télévision. La plupart des téléspectateurs reçoivent 8 à 15 chaînes. Certains même en reçoivent plus, car beaucoup de gens sont câblés. Au minimum, ils reçoivent toutes les chaînes françaises, avec maintenant la 5 qui arrive. C'est-à-dire que nous sommes soumis à une très forte concurrence. Or, chaque mois, toutes émissions confondues, chaînes étrangères y comprises, les 5 émissions qui font les plus forts taux d'écoute à la télévision suisse romande sont bien entendu le téléjournal de la télévision suisse, ce qui est normal, et les 3 magazines d'information que nous faisons le mercredi, le jeudi et le vendredi en prime time, en début de soirée. Ce qui prouve bien qu'il y a un public. Et je prends un exemple d'un film qui est présenté ici au festival, sur une affaire pourtant typiquement genevoise, donc qui a priori aurait pu moins intéresser les téléspectateurs des autres cantons. Elle a fait 41% de taux d'écoute, qui est un taux d'écoute, une part d'audience, non pas une part de marché, mais un taux d'écoute réel. Ce soir-là, sur 100 téléspectateurs qui possédaient la TV et qui auraient eu la possibilité de regarder la TV, et dont la moitié, on peut le dire, faisait autre chose, 41 regardaient la télévision suisse romande et environ seulement 15 les autres chaînes. Or, c'est le jeudi soir. Vous savez que le jeudi soir, souvent, il y a des films. Donc, première chose, il est possible de faire de l'audience. Mais ça implique quoi? Ça implique tout d'abord qu'il faut travailler sur la durée. Un magazine d'information comme Temps Présent aura 20 ans en avril 69. C'est, depuis avril 69, le jeudi à 20h. C'est ce que j'ai... Il a été menacé. Oui, il a été menacé, mais pas tellement par la télévision. Peut-être on a eu des problèmes avec l'extérieur. Mais je veux dire... Et vous ne changez jamais de PDG, vous? Oh, on change de PDG, mais il y a 20 ans que je suis là, donc vous voyez que la stabilité chez nous est assez grande. Certains pensent même qu'on dure trop longtemps, vous voyez. Il y a un travail sur la durée, et nous avons créé ce que j'appelle parfois, par rapport à la France, le syndrome pivot. C'est-à-dire que beaucoup de gens regardent Apostrophe le vendredi soir, sans très bien savoir qui sont les invités, ou sans très bien savoir qui est le thème, mais simplement, c'est Apostrophe, c'est 21h30. C'est-à-dire qu'il est important pour une chaîne de télévision de travailler sur la durée pour fidéliser un public. La deuxième chose pour faire ce journalisme d'enquête qui est important, il faut qu'il y ait une volonté de l'entreprise, que ce soit la presse écrite ou la télévision, ne pas avoir peur de prendre des risques, ne pas avoir peur de procès, ne pas avoir peur d'investir des moyens financiers importants. Une enquête, le journalisme d'enquête exige des moyens et ne pas ensuite avoir peur de ce qui va se passer. Et à cet égard, souvent une question que je me pose, et je me permets de la poser en tant qu'étranger, ça sera peut-être un petit peu discourtois, comment se fait-il qu'un pays comme la France, qui a autant de talent, autant de moyens financiers, autant d'intelligence, n'arrive pas comme d'autres pays, tout à l'heure Edouard Baird citait la BBC, on pourrait en citer d'autres, on pourrait citer les pays scandinaves, n'arrive pas à avoir comme d'autres pays cette qualité de journalisme d'enquête qui ferait que si elle existait en France, vous nous inquiéterez, parce que justement, si nous arrivons dans ce domaine à survivre par rapport aux chaînes françaises, c'est peut-être que celle-ci pousse moins dans le domaine d'enquête. Et souvent, c'est une question que personnellement je me pose.
Et vous y trouvez quelques réponses? Vous pensez que c'est dû à une situation politique, à une suggestion des chaînes de télévision publiques ou... Je pense qu'il y a plusieurs explications. La première, effectivement, c'est peut-être les rapports qu'ont les chaînes françaises avec le pouvoir politique. C'est vrai qu'en Suisse, les choses sont plus simples car le pouvoir est éclaté. C'est peut-être, je le disais tout à l'heure, la stabilité des gens en place. À la limite, il faudra que les hommes politiques qui ne m'aiment pas attendent que j'ai 65 ans et que je prenne ma retraite pour qu'ils soient enfin contents et qu'ils soient débarrassés de moi. J'en en parle là. Je dirais qu'à la limite, pour qu'un journaliste suisse soit mis à la porte, il faudrait, je dirais, voler dans la caisse tout en violant la caissière. J'en en parle là, cette stabilité nous protège. Et puis peut-être aussi qu'il y a parfois, je dirais, un certain manque de courage. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'un procès. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. J'ai personnellement été, avec temps présent, condamné, si j'ose dire, par le tribunal fédéral, c'est-à-dire la Cour suprême, qui a estimé en Suisse, à la plainte d'un téléspectateur, que nous avions commis des erreurs dans une émission. J'estime que c'est le jeu parfaitement normal de la démocratie, le jeu parfaitement normal du journalisme d'enquête. Il faut prendre des risques, parfois on se trompe, il faut l'admettre, mais il ne faut jamais lâcher. Et peut-être le fait qu'il y ait eu pas mal de changements dans les chaînes françaises est une des explications, pour répondre à Claude Sérillon. Oui, c'est-à-dire que vous pensez, comme moi et beaucoup de mes confrères, qu'un certain nombre de PDG sont de grands trouillards et qu'effectivement, ils préfèrent censurer des reportages avant même qu'ils soient diffusés, plutôt que d'encourir des condamnations. C'est vous qui l'avez dit, vous avez, je crois, parfaitement raison. Comment ne pas pâlir devant les confrères qui sont à côté de moi et qui font le travail que j'aimerais faire? Il est très difficile, dans l'information télévisée française au quotidien, car je me rends compte qu'il y a là des journalistes, bon, à Paris-Vent, et puis quelques autres confrères, de pratiquer, je peux y aller là, de pratiquer donc l'investigation, de pratiquer l'enquête. Ça demande effectivement une volonté politique, et il faut dire les choses clairement. Je salue d'ailleurs l'homme des renseignements généraux qui est certainement dans ce patio. Cette volonté politique n'existe pas. Il n'y a pas de volonté politique actuelle, autant bien sûr de la part des directions, politique au sens large, politique de journalisme, de promouvoir ce genre de journalisme. C'est vrai aussi qu'il y a d'autres raisons qui tiennent à des structures plus profondes, je veux dire à des raisons plus profondes. Et cette autre raison, c'est peut-être que l'art même du reportage est mort. Vous en êtes certainement rendu compte. Maintenant, vous avez des gens qui, à la télévision, lorsqu'ils font un reportage, comme on dit chez nous, parlent 1 minute 15 pour 1 minute d'image. Ça laisse peu de temps à la réalité de se manifester telle qu'elle. Il y a là des gens qui donc font une sorte de métier radiophonique, je parle de la télévision, et qui laissent rarement le silence ou rarement le son tel quel, tel que vous pouvez l'enregistrer sur le terrain, exploser, surgir. Ils maîtrisent tout. Et ce côté comme ça cadenassé de l'exercice journalistique explique déjà dans une certaine mesure, c'est déjà très symptomatique, l'exercice du pouvoir journalistique à l'égard de tout le réel. C'est-à-dire que finalement il sait déjà tout et que peu importe si ce réel peut ou non s'exprimer. C'est une petite remarque. Donc pas de volonté politique au sens large, pas de volonté journalistique, ce qui fait que lorsque vous essayez de faire ce type-là de journalisme dans les rédactions, eh bien vous vous exposez à beaucoup de difficultés, et même des confrères. Et pour répondre à Edouard Baird ou à Thorin Saintat, qui s'interroge à juste titre, j'en ai fini, sur pourquoi n'y a-t-il pas de journalisme d'investigation, ou si peu de journalisme d'investigation, je parle de la télévision, eh bien je pense que c'est en grande partie aussi dû aux journalistes. Nous avons, nous, hélas, laissé s'installer un type de télévision, un type d'image, un type de commentaire qui font que l'investigation et l'enquête au sens large dont parlait Hervé Chabalier n'ont plus cours dans le journal télévisé. Alors je vous demande d'envoyer des milliers de lettres à tous les directeurs des télévisions en leur réclamant du reportage et du vrai, du bon, en leur disant qu'ils la ferment. Laissez-nous nous parler lorsqu'ils vont nous interroger.
mais pas que eux aient sans arrêt ce pouvoir terrible sur la réalité. C'était une remarque démagogique, je vous remercie de l'avoir écouté. C'était Hervé Brusini d'Antenne 2. Bon, je vais demander à Daniel Joubert de la place de la Manche, d'abord de nous, peut-être nous revenir à des choses un peu plus concrètes, un peu plus terre à terre. Un quotidien local a des difficultés également pour faire non pas de la grande investigation, encore que nous ayons été amenés à en faire, mais pour faire son travail normalement. On a des difficultés un peu, j'allais dire, un peu à cause de vous, par exemple. C'est-à-dire que lorsque tout le monde trouve normal que l'on fasse état d'un fait divers, à partir du moment où on n'est pas concerné dans le fait divers. Mais dès que quelqu'un est concerné dans le fait divers, on vient nous voir, on dit mais il ne faut pas mettre notre nom, et puis c'est pas vrai, ma voiture venait pas de la droite, et puis les pneus n'étaient pas lisses, et puis que vous ont raconté les gendarmes. Là on commence à subir des pressions. On a aussi des difficultés, notamment avec les autorités. On a des difficultés avec les élus, quels qu'ils soient, quelle que soit leur couleur politique, parce qu'il y a une espèce de syndrome qui fait que l'élu se dit qu'il tient son pouvoir parce qu'il détient l'information. C'est-à-dire que si vous voulez voir quelqu'un des services techniques d'une ville pour demander ce qu'on va faire sur un massif de fleurs, information extrêmement importante, qu'un photographe aura pris en cliché en passant, il faudra que vous voyiez le maire adjoint chargé du problème, parce que si le type qui est en train de planter le dit, ça fera un drame dans la municipalité. Donc tout ça n'est pas forcé, tout ça n'est pas caricatural, je vous assure, ce sont des exemples tout à fait évidents. Ce que je veux dire d'une façon générale, c'est que la qualité journalistique et la qualité d'investigation, je crois qu'elle dépend de la volonté des gens qui s'occupent du journal, enfin je veux dire de ceux qui le dirigent. Moi j'ai la chance d'être à la fois directeur d'un journal indépendant et journaliste, ce qui veut dire que quand je décide qu'on va faire une enquête sur un sujet, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire quand on décide, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire qu'il est possible qu'un journaliste travaille pendant une semaine ou 15 jours, ce qui est considérable pour nous, sur un sujet. Et le seul problème, l'essentiel, c'est qu'il puisse rapporter quelque chose. S'il ne ramène rien, évidemment, on est tout à fait frustré. Le directeur général a dit « j'arrête taxi ». Alors la presse a soutenu en disant « mais pourquoi, comment, etc. » Et puis vous n'avez rien fait, vous n'avez pas manifesté parce que vous aviez d'autres chats à fouetter. Et taxi s'est arrêté, résultat, bon, Alfonsi fait autre chose. Bien. Je passe, Cérillon, il présentait très bien le journal télévisé, tout le monde était content. Les gens qui avaient des jeunes filles se disaient on voudrait l'avoir comme gendre. Enfin, ils hésitaient entre Cérillon et Michel Drucker. Et puis un beau jour, on a appris qu'il y avait un remaniement à Antenne 2, qu'on ne sait pas pourquoi, mais bon, on remplaçait Cérillon. Moi, je trouvais discret, il criait pas dans le micro, il me plaisait bien. J'avais rendez-vous avec lui tous les soirs à 20h. L'audimat, qui est aujourd'hui la religion des chaînes et privées et publiques, l'audimat était excellent pour Antenne 2. Et puis on nous a dit, monsieur, hop, exit Cérillon. Bien, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Attendons peut-être un changement. D'ailleurs, vous avez remarqué, on n'attend même plus, maintenant, là, en 88, les changements politiques pour avoir autre chose à la télévision. C'est-à-dire qu'on est maintenant blasé, vacciné, puis on se dit, oh, tu crois que... alors on ne sait pas s'il faut croire que, toujours est-il que Cérillon est là, il a eu des malheurs. Bon, moi je vais passer, je voulais pas évoquer les miens, mais je vais les évoquer quand même parce que je me trouve à côté de Claude Angéli, qui a quand même écrit un jour, dans le Nouvel Observateur ou dans le Canard enchaîné, un papier que j'ai pieusement découpé, dans le Nouvel Observateur, et dans lequel il mettait mon nom, puis il disait « Yvan Levaille est le dernier mort de la guerre 14-18 ». Alors, ça vous épate, hein, mais c'est lui qui a écrit ça, je me trouve à côté de lui. Et c'est pourquoi? Parce que c'est vrai, j'ai été viré de la télé, où je faisais une expérience, j'étais jeune à l'époque, et je faisais un journal quotidien pour les jeunes à la télévision française. Et je faisais pas de l'investigation, mais j'en faisais une qui était quand même marrante. Je m'étais dit, tiens, c'est le 11 novembre 68. Si je demandais à des jeunes gens et des jeunes filles, alors maintenant ils ont 40 berges ceux-là, ce qu'ils pensent de la guerre de 14-18. Et c'était, mon journal durait 10 minutes, et ça s'appelait Contact, c'était un journal jeune pour les jeunes, j'étais jeune à l'époque, et tout de suite à la fin de notre journal, il y avait le général de Gaulle qui remontait les Champs-Élysées pour aller déposer une gerbe à l'Arc de Triomphe.
Et j'ai fait cette émission avec les jeunes qui, et comme ils étaient jeunes, ils ont parlé d'une façon curieuse à la télévision de l'époque. Ça a eu un son étonnant, ils étaient 4. Et ça a eu un son tellement étonnant qu'à l'époque, la télévision était dirigée par 3 personnes à la fois. C'était une seule chaîne et ils étaient 3. Ils sont descendus tous les 3, ils m'ont viré immédiatement. Et Angélie a fait ce titre qui est presque malaisant. Je suis le dernier mort de la guerre 14-18. Alors, Chabalier blessé, Sérillon blessé mais vivant, moi mort et vivant. Enfin, quelle est cette étrange maladie qui frappe la télévision française, qui ne frappe pas les télévisions américaines, qui ne frappe pas la télévision anglaise, qui ne frappe pas la télévision suisse, ni la belge, ni les chaînes italiennes? Quelle est cette vérole qui fait que brutalement le courant cesse de s'allumer derrière des gens à la télévision? Pourquoi? Comment voulez-vous qu'il y ait un journalisme image d'investigation si le type qui présente des images un peu dangereuses craint, je le dis, naturellement pour son emploi, pour son beefsteak, pour son avenir, etc. Je dirais qu'il y a une autocensure de fait qui règne dans les couloirs d'une télévision où tout à fait normalement, les gens qui travaillent à la télévision ou à la radio, ils ont envie de durer comme on a envie de durer quand on travaille dans les chantiers navals ou dans n'importe quelle entreprise de France. Je pense qu'à cette question-là, si nous ne répondons pas, c'est pas la peine d'aller au-delà. Moi, je crois qu'il y a une peur générale. Et je dirais un mot à propos de Joubert, que je revois ici avec plaisir, pour dire que la responsabilité n'est pas seulement des appareils politiques ou du pouvoir politique, parce que Joubert, qui est ici présent, il a obtenu un prix de pas mal d'argent d'ailleurs, hein. Combien de briques? Ils étaient deux. Ils étaient deux. Il y a un monsieur qui est dans le Champagne qui a beaucoup d'argent et il aime la presse d'investigation. Alors il a créé un prix, il voudrait que ce soit une espèce de prix Pulitzer à la française. Et puis, pour donner ce prix à des journalistes qui trouvent des choses, qui font de l'investigation, il a réuni, excusez du peu, François Giroud, Claude Imbert, Roger Théron, Jean Daniel, Jean d'Ormesson, enfin, on se réunit et on lit, très chic, Poivre d'Arvor, oh bah alors. André Fontaine, Philippe Tesson et moi. Bon. Il n'y avait pas Jean-Pierre Gabache? Non. Eh bien, ce monsieur, il y a 2 ans, on reçoit donc tous les... Il y a 2 ans, on découvre dans les articles de journaux qu'on voulait sélectionner, la presse de la Manche, qui n'intéressait personne parce que c'est un petit journal de la Manche, 40 000 exemplaires, et c'est un journal indépendant. Et on découvre, on lit, et j'ai envie de vous donner la date. Joubert, vous allez nous donner la date. Bah, le jour où vous avez reçu 25 000 francs, vous en souvenez mieux que moi. Le 6 février, je crois. 87. Le 6 février 87, il reçoit un prix pour un article qui racontait comment des obus français empruntaient un curieux chemin qui les faisait transiter de Cherbourg jusqu'à... Il découvre, avant Reagan et avant tout le monde, il découvre une Iran Gate à la française. Bien. On lui donne un prix de 50 000 francs qu'il partage avec son copain. Il garde les 25 000 francs. Tous les patrons de presse présents se félicitent. Bon. Eh bien, il faudra attendre, pardonnez-moi, plus de 9 mois, pour qu'on veuille bien à nouveau parler de l'Iran Gate à la française pour qu'il y ait une affaire à partir d'une affaire qui avait été lue et sélectionnée par tous les patrons de presse. Voilà, j'ai fini, je dis, quelle est la maladie qui frappe les patrons de télé et quelle est l'étrange maladie qui frappe les patrons de presse écrite pour avoir entre les mains un Iran Gate à la française, le primé, et pour qu'ils attendent eux-mêmes 1 an pour conseiller à leurs journalistes d'aller regarder ce qui se passe du côté de Cherbourg. Voilà, je dis, la presse d'investigation peut-être, mais pas tout de suite, soyez patients, attendez l'Europe 92, ou alors militez puissamment pour que tout le monde s'y mette. À la limite de sortir des kilos et des kilos de preuves de téléx parlant d'envoi d'armes par des filiales de la société Luchaire en Italie à la période 86-87. Voilà les preuves
Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne parlez pas avec votre confrère italien? Ils n'ont même jamais confronté leur dossier. Lorsque ce juge voulait donner son dossier à son confrère italien qui était venu le voir, eh bien, le patron du parquet a dit: la voiture est tombée en panne, excusez-nous monsieur le juge, vous êtes coincé à l'aéroport, mais la voiture ne viendra pas. Ne loupez pas votre avion, prenez-le et on vous fera suivre le dossier plus tard. Le dossier n'est jamais arrivé en France. Le dossier italien, le dossier français n'est jamais arrivé en Italie et le dossier italien n'est jamais arrivé en France. Comment voulez-vous, à partir du moment où la justice elle-même, parce que tout est lié, on parle du journalisme mais on peut aussi parler de la justice, après tout là aussi il y a des machines à enquêter, à investiguer, c'est même leur rôle pour le bien de nous tous, nous les citoyens. Qu'est-ce que nous faisons nous? Levons-nous? Non, vous voyez, c'est ça le problème. Bon, Philippe Alfonsi, un peu moins lyrique que... Oui, je serai moins lyrique, je serai plus bref aussi, je crois, Hervé. Non, je voulais reprendre à la suite de ce qu'il vient de dire et de la question qui nous était posée. Je crois en effet qu'il y a des limites qui sont des limites politiques à notre métier. Et on a beau essayer de les transgresser, parce qu'il faut un peu de courage quand même pour les transgresser, il faut du courage, et ce courage ne nous permet pas de durer, même quand on arrive à les transgresser, eh bien l'information ne passe pas. Claude Angeli disait tout à l'heure, j'ai sorti 3 affaires qui n'ont pas été reprises par la presse, par la télévision et par les radios. Eh bien, moi je pourrais dire exactement le contraire. J'ai sorti, et justement le journaliste est ici, en mettant 9 mois, parce qu'à cette époque-là j'avais les moyens dans le magazine que je dirigeais, pendant 9 mois, j'ai donné 9 mois d'enquête à Jean-Charles Degnaud pour enquêter sur les filières d'armes. Bon. Et il a sorti une fantastique enquête que les Américains sont venus nous acheter ici et qu'ils ont diffusée là-bas sur la filière des camions bulgares. Bon. Et il a sorti une formidable enquête et c'est la suite de cette enquête, eh bien, on n'a pas pu continuer à la télévision, il l'a fini par son bouquin. Il faudrait peut-être qu'on se pose quand même quelques questions sur nous, et là je voudrais quand même dire 2 ou 3 choses sur les chaînes que je connais. Pourquoi Claude Sérillon, alors que c'est un personnage remarquablement brillant, a décidé de faire de la présentation et pas du journalisme d'investigation? Pourquoi un grand nombre de journalistes parmi nous sont incapables de retourner au chemin de l'humilité derrière la caméra pendant des heures, des jours, des mois entiers? Pourquoi, sur une rédaction comme celle de TF1, qui est pleine de jeunes gens sortis des grandes écoles journalistiques, on ne trouve personne qui veuille faire du journalisme d'investigation alors qu'ils rêvent tous, à peine arrivés à la télé, de montrer leur gueule, entre guillemets, 7 secondes en plateau, à la fin du moindre sujet sur n'importe quoi. Il y a 2 journalistes à TF1 qui acceptent de passer des heures, des mois, des années sur des dossiers et qui acceptent de ne pas se montrer à l'antenne. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le journalisme est aussi prisonnier de l'évolution de la société, prisonnier de l'évolution des idées, et que le journaliste, il est de moins en moins Kessel, de moins en moins Rouletabille, et qu'il est de plus en plus Poivre d'Arvor, pour ne pas citer Claude. Mais c'est ça aussi le problème. Il faudrait qu'on sache ce que l'on veut faire, nous, de notre vie, face à la société. Et j'ai l'impression que les générations qui montent ne nous apporteront pas beaucoup de boudoir. Alors, Jean, il y a le journaliste et puis à l'intérieur, il y a 10, 15, 100, 150 manières de faire ce métier. Alors effectivement, on peut se dire, est-ce que au fond tous les journalistes qui sont des écoles de journalisme n'ont pas envie d'être des présentateurs de télévision? Sans doute, parce que ça apparaît comme quelque chose de relativement facile, que c'est censé être bien rémunéré et que ça apporte des privilèges et une certaine notoriété. Bon. On peut penser ça. Moi, je crois, c'est ce que je me permettais de dire tout à l'heure, que tout le monde ne peut pas tout faire. Que certains peuvent être de très bons grands reporters et qu'ils peuvent être en revanche de très mauvais présentateurs. Et que c'est donc une variété de journalistes qui s'est élargie. Du temps de Joseph Kessel, il n'y avait effectivement pas ni Poivre d'Arvor, ni Ockrent, ni autre. Effectivement, il y a une starisation. C'est un petit peu le phénomène des médias qui a fait ça. Alors, c'est vrai que moi, si j'ai choisi, c'est un peu le hasard, parce que j'ai commencé comme beaucoup d'autres, par faire les chiens écrasés dans un journal local. Si ça s'est fait comme ça, ben c'est sans doute qu'un jour, l'addition de subjectivité a fait qu'on m'a dit, tiens, on va vous mettre à l'antenne et on vous trouve mignon, et on trouve que vous débrouillez pas trop mal. Mais ce n'est pas pour autant que je crois qu'on puisse faire une gradation dans le journalisme. C'est-à-dire, il n'y a pas d'humilité à retourner à la base et à faire de l'investigation, et de gloire à être présentateur. Simplement, c'est vrai que présentateur, pour peu
qu'on le fasse avec de la durée, on acquiert une certaine autorité, donc des privilèges, et que, compte tenu de la structure des rédactions, on a tendance à très très bien payer certains présentateurs et à plutôt mal, pour ne pas dire plus, payer les gens qui font des enquêtes. Voilà ce que je voulais ajouter. Claude Angéli. Oui, tout à fait d'accord. Il y a plusieurs formes de journalisme et c'est très bien. Hein. Je voudrais simplement répondre un peu à ce qu'a dit Hervé Brusini tout à l'heure, c'est-à-dire que toute information, j'exagère un peu, je caricature ce qu'il a dit, vient d'un secteur qui est hostile à un autre secteur. C'est-à-dire, en fin de compte, nous ne serions que des journalistes manipulés et acceptant d'être manipulés, disons par la gauche qui sort des affaires sur la droite ou par la droite qui sort des affaires sur la gauche. Cela se produit. Reste à savoir si l'affaire est réelle ou pas. Mais en fin de compte, je parle par expérience, et je n'ai pas parlé tout à l'heure d'articles que j'avais faits. Hein. Je voulais parler d'articles qui étaient parus dans le Canard enchaîné. Ce n'est pas moi qui ai fait les articles que j'ai cités tout à l'heure. Donc, il y a un travail d'enquête. On a pris l'exemple Léotard. Ça a été 6 mois de travail d'un jeune journaliste qui s'est rendu sur place, qui a travaillé avec différentes personnes, qui a interrogé, qui a vu le cadastre, qui a fini par interroger le ministre lui-même. Et donc, c'est pas la gauche qui nous a donné l'affaire Léotard. Si la gauche nous l'avait donné, on l'aurait publié, mais sans aucune honte. Hein. Et lorsqu'on a sorti les fausses factures du Carrefour du Développement, je peux le dire maintenant puisque c'est clair, c'est l'un des types qui faisait les fausses factures qui m'a apporté les fausses factures. Alors je lui ai dit, mais attention, vous allez aller en prison. Il m'a dit, oui, mais maintenant, tel que c'est l'affaire, je suis fichu et j'ai publié les fausses factures et il est allé en prison. Je veux dire, la manipulation est toujours possible. Je vais vous raconter une histoire très brève, hein, je promets. En 1971, j'arrivais au journal Canard enchaîné et mes petits camarades ont sorti toutes les affaires de la garantie foncière et du patrimoine foncier. C'est ce qu'on appelait à l'époque la grande période du gaullisme immobilier. C'était les sociétés civiles immobilières. Qui a apporté ça au Canard? Ce sont des banquiers. Des banquiers qui ont dit, écoutez, voilà, c'est notre... Bien entendu, ces gens nous piquent toute l'épargne, mais ce sont des escrocs. Vérification faite, c'était des escrocs. Le Canard enchaîné a sorti l'affaire en disant, les milieux banquiers disent que ces gens sont des escrocs, voici des preuves, ce sont des escrocs. Il n'y a pas de manipulation dans cette affaire, mais c'est vrai que les banquiers avaient un intérêt. Oui, attends Hervé, il y a Claude Torrasanta qui attend depuis longtemps. Tout d'un coup, j'ai le sentiment d'assister à une séance de flagellation collective. Il ne faudrait pas idéaliser quand même la presse étrangère, y compris la télévision suisse romande, et imaginer que la presse française ou la télévision française ou les radios françaises sont les plus nulles du monde. J'en parle. Il est vrai qu'il n'y a pas cette tradition peut-être d'enquête dans la presse française, télévisée ou radiophonique ou presse écrite, qu'il y a à l'étranger, mais faites attention quand même, j'ai le sentiment comme ça d'assister, je le répète, à une séance de flagellation collective autour de la table. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que moi j'ai souvent une interrogation par rapport à ce qui se passe en France. Alors, pourquoi y a-t-il moins qu'ailleurs, c'est vrai, cette tradition d'enquête? Et je me demande parfois, je ne sais pas si c'est dans la tradition culturelle, compte tenu du débat politique, du thème de débat politique que vous avez, de cette espèce de goût du verbe que vous avez en France, du goût du débat idéologique. J'ai le sentiment que bien souvent les journalistes sont beaucoup plus attentifs à commenter l'événement qu'à raconter l'événement. J'entends par là qu'il y a une tradition française de l'éditorial, une tradition française du commentaire, et ça revient peut-être tout à l'heure à ce que disait Boyer sur les jeunes journalistes, peut-être qu'ils sont plus attentifs ou soucieux d'être, disons, Jean-François Kahn ou Georges Suffert, pour prendre cet exemple-là, que Chabalier ou Alfonsi. Comme si, et à cet égard, moi je suis toujours frappé de voir que dans les relais de presse, on nous disait tout à l'heure, on sort une enquête puis personne n'en parle. En revanche, si quelqu'un prononce une petite phrase à la radio, à la télévision, tout le monde en parle. J'entends par là, j'ai le sentiment qu'il y a une tradition de la presse française qui, de ce point de vue-là, est peut-être un peu différente de la presse anglo-saxonne ou de la presse qui peut exister dans d'autres pays comme le nôtre. Mais nous avons été à Antenne 2 ceux qui ont montré les témoins qui ont planté Burgos et qui ont fait que le ministre de l'Intérieur de l'époque, un grand ami personnel, n'a pas... Qui n'est pas dans la salle d'ailleurs. Oui, a été obligé de convoquer les directeurs des rédactions, de toutes les rédactions, des radios comme des télévisions, pour faire une mise au point en disant si ce CRS est inculpé,
c'est pas parce qu'il est coupable. L'inculpation, il disait ça avec un accent que vous connaissez un peu par ici, eh bien l'inculpation, c'est une qualification juridique, et puis après, on voit s'il est innocent ou coupable. Bien. Et je me souviens d'ailleurs que tous les directeurs étaient allés à cette convocation. Alors, donc, nous allons, en fait, je pense, assez loin, de plus en plus loin, et ça n'est effectivement qu'un début. Sur l'affaire Luchaire, nous avons montré des gens, montré des têtes, essayé de pousser justement les institutions que nous sentions en train de freiner sur cette affaire. Et puis, vous allez me dire, mais vous ne continuez pas. C'est vrai, parce que c'est vrai aussi qu'à la télévision, lorsqu'on veut de plus en plus ouvrir l'antenne, Télématin, ça c'est un propos bêtement syndicaliste ou autre, mais quand vous faites à la fois Télématin, le 13h, le 20h, le 23h et des magazines, ce qui ne m'arrive jamais, eh bien vous ne pouvez pas. Il y a une sorte de prolétarisation, entre guillemets, parce que je sais qu'ici, le milieu ouvrier sait ce que ça veut dire, travailler comme ils travaillent eux, pas très loin de là-bas. Nous avons aussi une certaine forme de prolétarisation du travail, et l'investigation n'a pas de place dans cette prolétarisation-là du travail. Deuxième point, très bref. Deuxième point, les journalistes sont des gens d'une fierté extraordinaire, d'une vanité formidable. Ils ont un culte, une chose devant laquelle ils prient tous les soirs, leur signature. Et cette signature fait que cette complémentarité dont nous parlions tout à l'heure n'existe que très rarement. En matière de journalisme d'investigation, disons les choses clairement, il y a combien de personnes sur la place de Paris, comme on dit, dans la capitale? 6, 7 personnes, qui la plupart du temps s'ignorent, et lorsqu'ils se voient, se font des charmants sourires, en disant surcoté en ce moment. Ils se disent bien sûr des mensonges, s'envoient des pots de bananes, j'ai vu ce que tu as fait la semaine dernière, je vois bien d'où ça vient. Problème des sources, il existe. Une source a toujours un intérêt, je ne veux pas dire qu'il soit fondamentalement politique, je parle simplement d'un intérêt. Les réseaux, vous ne pouvez pas savoir à quel point le phénomène réseau est fort sur le journalisme d'investigation. Voilà, c'est tout. Hervé Chevalier. Et comme cette année je suis président de ce festival La Ciotat, on m'a beaucoup interrogé sur c'est quoi le reportage, comment ça va. J'ai dit il y a une école française de grands reportages et de grandes enquêtes qui est en train de se dégager. Parce que nous sommes des latins. Nous sommes des latins et que c'est vrai que nous avons le talent de l'émotion depuis pas mal d'années, que nous savons faire ça. Mais que nous pêchions les uns et les autres, et en tout cas tous les gens qui font de la télévision, par une approximation dans l'information. Eh bien aujourd'hui je crois qu'est en train de naître une vraie école de grands reporters français qui savent parler avec les tripes parce que c'est leur nature, ils en font un peu trop, mais c'est bien parce qu'ils ont de la sensibilité, mais qui savent aussi faire de l'information et qu'avant de commencer à raconter, ils essaient de savoir, et ça me paraît très important. Et la dernière chose que je voudrais dire, et là je m'adresse aux deux locaux de l'étape, puisque c'est le Tour de France, hein. Investigation, d'accord, les chantiers de La Ciotat, moi je connaissais rien. L'autre jour, on a été convoqués les uns et les autres au chantier, convoqués gentiment par les ouvriers, après tout c'est normal, on est chez eux, c'est leur problème. Alors d'un côté il y a le soleil, c'est ce festival, et de l'autre côté il y a la merde complète. Dans le 31 juillet, il n'y a plus rien. On est allé les voir, on a essayé de comprendre ce qui se passait, on n'a pas bien compris, parce qu'on n'était pas des journalistes économiques et qu'on ne sait pas. Sauf qu'on est sûr que derrière, il y a une énorme enquête pour savoir si oui ou non, ces chantiers sont viables. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien vu dans les journaux ces derniers jours, en tout cas, même dans les journaux locaux, qui essaient d'expliquer, de mettre à plat et de faire une vraie enquête. C'est ça aussi l'investigation, c'est pas que les flics et la justice, c'est l'économie. Et ben, j'ai pas vu d'enquête là-dessus, et j'ai eu une très douloureuse expérience, bizarre, et j'étais en même temps très honteux de ça, parce qu'il y avait une équipe de FR3 qui est venue me filmer hier, à la sortie des projections, parce qu'ils parlaient du festival La Ciotat, et ils étaient très sympas ces gens, et ils me disent on va vous suivre, et je leur dis oui, maintenant on va au chantier de La Ciotat, ils me disent ok, on vous suit. Et ben, ils sont arrêtés à la porte des chantiers de La Ciotat, ils sont pas allés plus loin. Jacqueline Viverès et puis Yvan Levaille pour peut-être évoquer ce problème. On a beaucoup parlé du journalisme d'investigation, du travail de journaliste, mais il y a aussi une part de l'information. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est autre chose. C'est
Est-ce qu'il y a une rédaction au moins locale déjà d'un journal important comme le Provençal, d'une radio importante comme la vôtre, déjà dans la région, et pourquoi pas? Alors c'est vrai, il y a Carolis tout à l'heure qui m'a dit, et ça j'ai trouvé que c'était formidable comme réaction, il m'a dit la 5, on est venu, on comprend pas non plus, on va envoyer une équipe pour faire une longue enquête sur l'histoire de la Ciotat. Parce qu'on ne sait pas, moi je sais pas qui a raison, peut-être qu'ils ont complètement tort, sauf que j'y comprends rien. Eux non plus savent pas me l'expliquer. Alors c'est notre travail d'essayer de comprendre ce qui se passe. Mais puisque tu interroges la radio en l'occurrence, je peux te dire que Radio France Provence, depuis le début des problèmes que connaissent à la fois les chantiers de la Seine et les chantiers de la Ciotat, sont régulièrement sur le terrain, ont régulièrement leur micro et font du travail, font des enquêtes et demandent... Bon, attends, moi, Vous pouvez me donner la longueur d'onde de la radio? Ah, attendez, on ne veut pas faire des donc tests. vous n'entendez pas. Moi, je n'ai jamais présenté la roue de la fortune, donc Auparavant, je voudrais dire un tout petit mot pour répondre à Boyer et à ce qui a été dit précédemment. Attention de ne pas nous tromper nous-mêmes et de faire croire que la télévision, au fond, est peuplée de visages et que ce sont ces visages qui empêchent la promotion du journalisme d'investigation. Et ne nous trompons pas sur ce que veulent faire les jeunes. Moi, je suis sûr, on a des joies. Il y a des joies à journaler dans ce pays, quelle que soit la manière dont on journale. Il y a des gens qui écrivent un petit billet quotidien de rien du tout, les gens ne les connaissent pas, et ils ont de la joie à faire ça. Moi, j'en connais, je suis sûr... quand vous regardez un dessin de Plantu, il a une jubilation du crayon qui passe. Donc, vraiment, faisons très attention. Ne pensons pas que les visages de Cérillon ou de Poivre d'Arvor nous cachent la forêt du journalisme. Ça, je voulais dire ça en premier point. Le second point, il faut que le public n'oublie pas que dans une salle de rédaction de télévision, le matin, à la conférence, il y a une question qui est posée dans tous les médias de France et de Navarre. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Coco, aujourd'hui? On dit, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Et il y a une autre voix d'un gars qui s'est levé un peu plus tôt, qui a le monitoring de l'AFP, et qui dit, eh ben Coco, il y a Barre qui dit à Léotard, et il y a Léotard qui répond à Giscard, oui, et encore, dit, parce que dans la salle de rédaction, à la conférence, croyez-moi, tout le monde rigole quand on entend ça, mais on dit, mais et à part ça, et à part ça. Et alors on arrive et on dit, 13e négociation à Gardanne, les chantiers navals de, etc. Et les types disent, et quoi encore? Et s'il y a un malheureux journaliste qui a apporté un reportage d'investigation, on lui dit, et qu'est-ce que t'as toi? Et éventuellement, si on l'écoute. Mais on ne l'écoute pas toujours. Car quelquefois, on lui dit au téléphone dans la salle de montage, tu feras 1 minute 10. Tu me fais 1:10. Et si au journal, il y a monsieur le ministre machin qui vient, le ministre des pelles à gâteaux, qui vient évoquer la distribution des pelles à gâteaux l'été à la Ciotat, il passe en direct et le reportage d'investigation d'1 minute 10 est éventuellement sucré, car ça c'est un mot que nous connaissons tous, que le public ne connaît pas, et le gars bondit et il dit « Et pourquoi on m'a sucré mon truc ?» Et c'était souvent les seules images du journal télévisé. Je voulais dire ça. Ça, et je veux encore dire autre chose. Ça, Yvan, ça c'est pour la télévision, mais est-ce que ça se passe de la même manière dans les rédactions comme celle du Provençal? Hélas, hélas, hélas. Je dis hélas et pour d'autres raisons. Mais je voulais encore dire une chose sur ce qu'on entend dans un pays pour répondre à Torah Santa. Moi, je ne veux pas faire de la flagellation en disant on n'est pas bien, etc. Angélie a raison. En 20 ans, Dieu merci, la manière d'interroger un ministre à la télé a changé. En 20 ans, Dieu merci. Tenez, il y a 20 ans, on n'aurait pas eu ce débat là, en public comme ça. On ne l'aurait pas eu. Parce qu'il y a peut-être des inspecteurs des renseignements généraux ici, mais on aurait eu probablement des gens casqués pour nous empêcher d'avoir. Surtout que 20 ans, c'était, oui, été 68, vous imaginez? Bon. Donc on ne l'avait pas. Donc ça va mieux, Dieu merci, ça va mieux. Mais, Torah Santa, moi je crois qu'il y a dans un pays ce qu'on appelle une ambiance informative. Moi j'appelle ça une ambiance informative. Et on parle de glasnost à l'Est, et on se rassure en disant « Ah ben non, nous, Dieu merci, on n'en est pas là ». Eh bien, je crois que nous aussi, on peut faire évoluer l'ambiance informative. Et je dirais même que même sans censure, même avec des journalistes formidables, même avec des patrons de presse qui seraient ouverts, de gauche, généreux, lucides, pluralistes, etc.,
il resterait ce que j'appelle une espèce de mise en conformité du message. Et je redis cette phrase parce qu'elle m'apparaît essentielle. Tous les journalistes, consciemment ou inconsciemment, veulent mettre en conformité le message. Moi, je vous donne un exemple avant de parler de la Ciotat. Quand le pape est allé en Autriche voir Waldheim, quand même entre nous, le pape, c'est pas rien, c'est le pape. Waldheim, c'est pas n'importe quel président, c'est un nazi que le club des présidents ne veut même plus voir ni recevoir. Il y a une sainte alliance des chefs d'État qui ont décidé de ne plus voir ce monsieur. Bien. Waldheim va en Autriche. Moi, le sujet m'intéresse. Non, non, le pape va en Autriche. Alors, le sujet m'intéresse pour mille raisons. Et j'ai regardé, je me suis dit, je vais voir ce que l'ambiance informative française va me donner de cette affaire qui, sur le plan people, c'est pas mal quand même. Un pape et un vieux nazi vivant. Bon, et polonais. Et en Autriche, je me suis dit, il va se passer des choses. Eh bien, je peux vous dire une chose. L'ambiance informative de ce pays, elle a été lamentable. Lamentable. Parce que, à part quelques journaux qui en ont parlé, je veux dire, on a lu, mais c'était un reportage image formidable. Les chaînes télé auraient dû montrer. On nous le montre partout, le pape, quand même. Le pape et Waldheim. En plus, il y a eu des manifestations, quand même. Beat Klarsfeld, son propre fils, avait mis un uniforme. Qui nous a montré? Bon, je reviens à la Ciotat. Rapidement. Je reviens à la Ciotat. Yvan, rapidement, parce que je vois bien que dans le public, on puisse poser des questions. Hein? Et je reviens à la Ciotat, et je dis que les pesanteurs, je dirais des pesanteurs, appelons-les sociales, sociologiques, idéologiques, ou alors purement marchandes, de mauvaise hiérarchisation des sujets, font que nous aussi, il nous arrive, et pourtant on est sur le terrain, il nous arrive de traiter la Ciotat en quelques lignes et d'oublier qu'il faudrait peut-être faire une radiographie du sujet complète. Je le dis en plaidant coupable. Et je dis encore autre chose. J'ai demandé l'autre jour au Provençal et vraiment à un garçon qui s'appelle Didier Levrault, j'ai vu qu'il y avait des femmes de mineurs qui descendaient au fond de la mine à Gardanne. Bon, et je dis aussi qu'elles sont comme ça, pour manifester leur mécontentement, etc. Et on leur apportait du café, etc. Et j'ai demandé, je vais vous dire, 2 reportages qui n'aboutissent pas, celui-là et un autre. Et je dis, bah, on va aller passer, je trouve le journaliste, Didier Levrault, je dis, est-ce que tu veux aller passer? Oui, franchement, ça m'intéresse, etc. Tu vas aller vivre 2 jours au fond de la mine, tu reviens et tu racontes, j'ai vécu 2 jours avec les femmes des mineurs de Gardanne. Ça, c'est le premier reportage que je voulais faire. Et un deuxième, on va à Aix-en-Provence et on passe 2 jours, il y a 1 mois que j'ai demandé ça, et on passe 2 jours avec les aiguilleurs du ciel d'Aix-en-Provence. Eh bien, vous voulez que je vous dise, c'est 2 ratages terribles. J'ai pas réussi à faire descendre mon journaliste au fond de la mine à Gardanne, et ne m'obligez pas à dire pourquoi, et j'ai pas encore réussi à envoyer mon journaliste à Aix-en-Provence vivre 2 jours avec les aiguilleurs du ciel. Si vous pouvez m'aider à le faire, je vous accueillerai avec une joie incommensurable. Je vais vous prendre un exemple simplement en Suisse. Nous faisons aussi de mauvaises émissions, mais nous faisons parfois de bonnes émissions. Nous avons une entreprise en Suisse qui était numéro 1 mondial dans les années 30 à 60, 70, sur les machines à tricoter. L'entreprise Dubié, 3000 personnes. Progressivement, elle a décliné. L'année dernière, il y a eu 200 personnes licenciées au début de l'année, 400 personnes en décembre, il en restait 450. On s'est posé la question de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? La première tentation, bien entendu, l'information a été faite régulièrement par le journal, comme la radio l'a fait, comme FR3 certainement a parlé des chantiers de la Ciotat ici. Mais on s'est dit, il faudrait faire une enquête. Et pas faire une enquête sur comme c'est terrible d'être chômeur, comme c'est terrible d'être licencié, notamment quand on est frontalier, qu'on est français et qu'on travaille dans cette entreprise et qu'on va partir en France. Essayer d'aller, qu'est-ce qui s'est passé? Et on a raconté l'histoire, l'émission s'appelle La chute de la Maison Dubié, depuis la fondation. Qu'est-ce qui s'est passé? On a été tourné au Japon, on a été tourné en France, on est allé voir des acheteurs qui avant achetaient du biais et ensuite qui ont changé, et qui se sont mis à acheter des produits japonais. Puis on est allé tourner au Japon.
Et moi-même et les téléspectateurs ont découvert une réalité à travers cet exemple d'une industrie qui est en train de mourir, non pas simplement d'une entreprise qui meurt, mais d'une industrie suisse qui est en train de mourir, et c'était exemplaire d'autre chose. Et je suis sûr qu'à travers cette émission, qui n'avait rien d'extraordinaire, mais qui, comme le disait Chabalier tout à l'heure, à côté de l'information quotidienne, très bien faite peut-être, tout d'un coup mettait les choses à plat, et en prenant le temps de plusieurs semaines de préparation, de plusieurs semaines de tournage, de plusieurs semaines de montage, c'était 5 mois de travail, en tournant à l'étranger, a permis aux gens de comprendre ce qui se passait dans cette entreprise. Et je suis sûr qu'on peut parfaitement faire la même chose à la Ciotat, et peut-être que la conclusion à laquelle aboutirait l'émission, c'est qu'effectivement, les chantiers sont condamnés pour telle ou telle raison, et qu'il faut vivre avec cette condamnation, et l'assumer, mais expliquerait les choses aux gens. Et ça, c'est l'enquête d'investigation. Ça, c'est le journalisme d'enquête. Ça n'est pas, aussi bien fait soit-il, le journalisme quotidien, qui a un autre rythme et une autre fonction. Et c'est pour ça que je crois que Chabalier a posé le vrai problème, et que la réponse qu'il a eue est une réponse tout à fait valable, mais à un autre niveau. C'est autre chose, c'est une enquête quotidienne, c'est une investigation quotidienne, ça n'est pas la véritable enquête de fond, le dossier qu'on ouvre. Je suis allé, le mois dernier, j'étais à Washington. Je voulais enquêter sur un certain nombre de documents qui ont eu des rapports entre le gouvernement japonais d'après-guerre et le général MacArthur d'un côté et le State Department, le ministère des Affaires étrangères de l'autre. Je suis allé aux archives nationales de Washington. Sur microfilm, j'ai découvert absolument tout, de A à Z, du premier jour à peu près de l'arrivée de MacArthur jusqu'au départ des Américains à la fin de l'occupation américaine, toute la correspondance intégrale entre l'Amérique, d'une part, le président et les différents comités, et MacArthur de l'autre. Je me demande si, par exemple, en France, se présentant pour faire une investigation, par exemple, des rapports, même pour un historien, sur, par exemple, la guerre d'Indochine ou la guerre d'Algérie, si j'aurais eu ce genre de choses. Et la réponse, c'est non. Alors, dans le public, Jacques Cotta, qui est un des journalistes qui travaille dans l'investigation pour Antenne 2, qui travaille régulièrement. Mais si vous avez le micro, vous parlez d'abord, ensuite Jacques le prendra. Oui. Je suis enseignant, et je fais un appel aux journalistes de la presse écrite, de la presse parlée, de la presse télévisée. Moi, j'ai des élèves qui s'appellent Francisco, des élèves qui s'appellent Fernand, des élèves qui s'appellent Khaled, des élèves de toutes les nationalités. Moi, mon but, c'est qu'ils se respectent et qu'ils s'aiment entre eux. Alors je vous supplie, monsieur le journaliste, les idées d'une certaine personne qui vient de Bretagne aussi, mais qui n'a qu'un œil, avancent beaucoup trop. Et moi, j'aimerais qu'on m'aide un petit peu à combler, parce que je n'ai jamais vu de grands reportages sur ce qu'étaient vraiment les coulisses dans ces milieux d'extrême droite. Alors je vous fais une supplication en tant qu'enseignant, aidez-moi à faire reculer le racisme. Merci. On va pas citer, on va pas dire. Plan précis, je crois que Le Pen reproche suffisamment à notre profession tout ce qu'il nous reproche, c'est-à-dire de l'ignorer ou de l'attaquer tout le temps. Alors je crois que sur ce plan-là, bon, on peut encourir des reproches dans bien des domaines, mais sur celui-là, on ne peut pas dire qu'on fait, disons qu'on dégage le terrain pour ce genre d'idées. Jacques Cotta, qui est un journaliste qui fait très régulièrement des enquêtes, des investigations relativement longues pour le magazine, notamment Édition Spéciale, et puis pour d'autres. Alors, je m'excuse, je vais sans doute être au ras des pâquerettes, mais je voudrais, à travers 2 exemples particuliers, évoquer 2 types de problèmes que rencontrent des journalistes qui essaient de faire de l'enquête et de le produire à la télévision. Premier problème, il y a 2 mois. Nous faisons un sujet, dans le cadre d'un magazine, sur le sport, qui intègre le problème de la drogue pour les sportifs. On cherche très longtemps, on tombe sur un type qui est un très gros dealer dans le nord de la France, on discute assez longuement avec lui, et nous le persuadons, pour raison X et Y, à l'issue de la discussion, de nous faire une interview. L'engagement étant bien évidemment de notre part, 1, parce que nous ne sommes pas des officiers de police, nous sommes des journalistes, que son visage sera masqué, et 2, que sa voix sera déformée. Ce dealer accepte. Le reportage est diffusé à Antenne 2 dans le cadre d'éditions spéciales. Le lendemain, coup de téléphone de la police. À nos domiciles respectifs, il s'agit de Pascal Martin, journaliste, Jean-Claude Gasser, caméraman, et moi-même. Coup de téléphone de la police qui demande à nous entendre pour savoir quel est le nom du type qui se trouve derrière la mosaïque dans notre reportage. Bien évidemment, nous leur expliquons que nous n'avons pas à leur répondre, mais nous nous rendons à leur convocation. Nous apprenons, en tous les cas moi en ce qui me concerne, à cette occasion, qu'il existe à Paris un bâtiment qui est réservé aux journalistes
et donc dans lesquelles on est entendu, on est reçu, les types de la PJ arrivent, bien on s'assoit. C'était relativement cocasse, puisqu'un des types de la PJ qui manifestement avait beaucoup bossé dans la semaine écoulée, avait dans son cartable une tonne de revues vidéo pour essayer de comprendre comment se fait un mosaïquage, donc comment très exactement nous avions opéré, où était la cassette originale, etc. Nous expliquons à ces policiers que nous avons des règles déontologiques et que nous n'avons pas à répondre à la question qu'ils nous posent, quel est le nom du type en question. Nous sommes convoqués le lendemain par un juge d'instruction à Cambrai. Ce juge d'instruction nous écoute les uns après les autres, à tour de rôle, ça va très vite, 2 minutes. Monsieur, je vais dire toute la vérité, bon, mais avant je voudrais vous dire que je ne pourrais dire la vérité que si je n'enfreins pas les règles déontologiques qui sont celles de ma profession. On verra après, jurez d'abord, nous jurons. Et ça se termine par, nous n'avons qu'une question. Quel est le nom du type que vous avez interviewé? Madame, je ne peux pas vous répondre. Très bien. Arrive une autre personne, madame, vous avez la parole. Madame le juge, je suis procureur de la République, je requiers 3 000 francs d'amende contre monsieur pour refus de témoigner. L'autre, monsieur, je vous condamne à 3 000 francs. Et je tiens à vous dire que chaque fois que je vous reconvoquerai, le compteur peut tourner. Et donc, je vous reposerai la même question, et puis si vous ne répondez pas, ce sera à nouveau 3 000 francs. Nous avons fait appel. Il s'agit d'une question, à mon avis, à travers l'histoire des 3 000 francs, le côté cocasse qui nous concerne plus directement, une question de fond, à mon avis, dans le cadre du journalisme d'enquête. Cette question, c'est celle du secret des sources. Un journaliste n'a pas à dévoiler ses sources lorsqu'il est en accord avec une personne qui l'interviewe dans ce cadre. Sinon, ça signifie que l'investigation n'est plus possible parce que les relations de confiance qui intègrent nos règles déontologiques ne peuvent plus exister. Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, 2 mois après, j'en termine, nous faisons un reportage sur les sectes pour l'émission d'hier soir. Il s'agit de la secte Ecovi. Cette secte, nous la basons sur un 8 minutes, on en ramène 17. Parce que, en fait, on trouve beaucoup plus. Dans le cadre d'une enquête, on a enquêté longtemps avant de faire tourner la caméra, on trouve beaucoup plus que ce qu'on pensait trouver. Et notamment, ce que nous trouvons, c'est qu'une petite secte écologiste, partie il y a 4 ans de Paris pour faire le tour du monde et reverdir le désert, cheveux longs, barbe, look écolo, bon, très bien, sympathique. Aujourd'hui, a complètement changé de look pour une série de raisons. Costume 3 pièces, cravate, bien habillé, Claude. Bref, tout va bien. Et ces gens-là, qui aujourd'hui sont à Bruxelles, sont en liaison directe avec les milieux d'extrême droite belges, notamment avec une personne, ancien rédacteur en chef du Parti libéral belge, personne qui manifestement est une charnière et des sectes en Belgique et de ces milieux d'extrême droite. Nous faisons notre sujet 15 minutes, le rédacteur en chef du magazine Alain Vidère le voit, tout va bien. Hier, jour de la diffusion, émeute. Il y a dans les 5 sujets prévus, une secte qui a fait un référé dans la journée. Le juge, sans même voir le sujet, décide que cette association ne peut pas vraiment être considérée comme secte, donc interdit la diffusion du reportage. Il y a une deuxième secte qui envoie un huissier. Donc la première, bon, le sujet est trappé, décision de justice, n'en parlons pas. On peut parler de la façon dont la décision de justice a été rendue, mais n'en parlons pas. Le sujet ne peut pas être diffusé. Deuxième, un huissier dépose chez Alain Vidère un papier selon lequel, bon, la secte n'est pas contente. Bon, la foi de l'huissier fait loi, le sujet ne doit pas passer. Puis troisième sujet, celui que nous avons fait Ecovi, lien avec l'extrême droite en Belgique. Et là, personne ne s'est manifesté. Personne n'a demandé avant que le sujet ne passe pas. On s'est tapé la police 2 mois avant, et bien là, nous tapons le PDG d'Antenne 2, qui a décidé, parce que c'était un sujet à risque, un sujet d'enquête, parce qu'il pouvait y avoir des procès en diffamation, sur ce sujet, de faire trapper le sujet et de dire que ce sujet ne serait pas diffusé. Je pense que c'est un deuxième type de problème auquel, tout bêtement, les journalistes qui essaient de faire de l'enquête sont confrontés, et je crois que c'est tout à fait intégré à la discussion qu'il y a en ce moment. Tout à fait, Jean. Moi, je voudrais à la fois le PDG d'Antenne 2, M. Claude Contamine, bien connu pour un certain nombre d'attaches politiques et pour son incompétence, ainsi que le directeur de la rédaction, qui n'est pas connu lui non plus pour son grand courage, si ce n'est pour servir les intérêts de ceux qui sont en place. C'est assez évident qu'hier, il n'avait pas envie d'aller au-devant d'ennui. Toute la question, c'est de savoir si le journalisme d'enquête est désormais quasiment interdit à la télévision, c'est-à-dire dans le genre, eh bien écoutez, si nous risquons une condamnation, on ne le diffuse pas. C'est-à-dire que maintenant, il y a une sorte de crainte a priori de diffuser un reportage, parce que si ça donne lieu à des procès ou à un certain nombre de choses, eh bien on n'y va pas. Et ça, c'est tout le problème qui est posé effectivement à travers ce qui s'est passé hier avec les sectes, ce qui se passait sur la drogue il y a plus longtemps. C'est tout le problème de la liberté d'informer tout bêtement dans les magazines de télévision. C'est que la presse écrite a besoin de la télévision. Parce que je vous assure que lorsque on a pris la décision de sortir l'affaire Luchaire tout seul comme des grands, on a eu pendant toute une journée
selon la presse de la Manche, des bateaux auraient... on a eu pendant... Oui, facilement une journée, jusqu'à ce que 24 heures plus tard, le Lloyd's de Londres confirme la nouvelle. Je veux dire qu'il y a un moment où on se sent tout seul. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a besoin de s'épauler. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on le fait quand on le peut. Et que si on a de nouvelles affaires, je crois qu'il est important, l'un a besoin de l'autre. Et on est arrivé à un paradoxe assez récemment, je crois d'ailleurs que c'est sur Antenne 2, où on a eu un reportage sur, je sais plus, c'était l'affaire des armes belges peut-être, ou non, c'était sur TF1. Enfin, on a eu un reportage et le journaliste a dit... Et de toute façon, la presse de la Manche confirme pas point par point cette information. Alors pour nous, c'est... Dénoncer, c'est pas un métier de journaliste. Révéler, c'est un métier de journaliste. Et je ne vois pas ce que vous voulez dire par la presse de dénonciation. Alors, complément de la question, Dr. Asanta, vous l'avez dit. Excusez-moi, il y a une tradition bien implantée en France à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, à savoir la tradition du pamphlet. Bon, c'est le résultat aussi d'une enquête qui a été menée par des résistants sur place. Nous avons révélé que M. Papon avait à la fois organisé des déportations de juifs et sauvé quelques enfants juifs, comme cela arrive aussi toujours dans ces cas. On n'était pas du tout conscient d'avoir dénoncé quelqu'un. On avait révélé qu'un ministre en exercice avait un passé politique assez désagréable. Voilà. Philippe Alfonsi. Pour qu'une question ait pu être posée comme celle-là, est-ce que dénonciation et investigation, au fond, c'est pas la même chose? Ça explique pourquoi on a convoqué Cotta et on lui a piqué 3000 balles parce qu'il voulait pas donner le nom. Ça explique pourquoi la justice nous rentre dedans en permanence. Ça explique pourquoi la politique, les hommes politiques peuvent en permanence nous mettre au piquet. Et même pire que ça. Tout à l'heure, Yvan a prononcé, a dit, à l'Est, on sait ce qui se passe en ce moment, il y a la glasnost. D'accord. Et ici, ici quoi? Bon, ici, on n'a pas le courage de le dire assez haut, mais ici, il y a eu, au cours de ces 2 dernières années, des interdictions professionnelles qui ont frappé des journalistes. C'est-à-dire que, où qu'ils se présentent, on leur fermait la porte uniquement parce qu'ils déplaisaient à un pouvoir politique. Mais nom de Dieu, c'est digne de la Pologne que l'on critique ou de l'URSS sur laquelle on a craché pendant des années, ça. Bon, et on n'en parle pas, on ne le dit pas. Bon, je vais avoir la sottise de prendre mon exemple personnel. Ça fait 27 ans que je fais ce métier, je ne suis pas tout à fait inconnu. Pendant 2 ans, les portes de toutes les télévisions, de toutes les radios, se sont fermées devant moi. Systématiquement, simplement parce que j'avais été mis au piquet par M. Fraîche à Matignon, sous Chirac. Qu'est-ce que ça veut dire, une chose pareille? Mais ça, c'est possible parce qu'on pose ce genre de questions. Parce qu'au fond, les journalistes, c'est des merdeux. Parce qu'au fond, les journalistes, c'est des types qui mettent leur nez où il ne faut pas qu'ils mettent leur nez. Parce qu'au fond, les journalistes ne sont pas respectables. Voilà exactement ce que l'on pense, même parce que je suis certain que la question qui vient d'être posée a été posée par un monsieur très bien, par un monsieur qui doit penser à peu près comme je pense. Bon, eh bien non. Pourtant, ce monsieur-là qui vient de poser cette question, c'est mon ennemi. Parce qu'il permet quelque part que je sois traité comme je suis traité dans ce pays en tant que journaliste. Et parce qu'il ne permet pas que je fasse mon métier. Parce qu'il permet quelque part que la justice nous empêche de le faire. Voilà, c'est tout. Parce qu'on ne permet pas aux gens de faire le métier de journaliste dans ce pays. Ça, c'est évident. Pendant de longues années, on a eu une télévision de service public qui ne coûtait pas très cher à tout le monde, c'est-à-dire le prix d'un timbre par jour, 2 fois moins que le prix d'un journal quotidien. Et personne dans ce pays ne s'est donné vraiment les moyens de défendre ce service public. Il n'y a jamais eu en France d'association de défense du téléspectateur, par exemple, et ce qui me paraît complètement fou. Pas véritablement. Ils sont peu nombreux. Ça existe, mais c'est mal organisé. En tout cas, ayant travaillé pas mal à la télé, je n'ai eu pas vraiment l'occasion de pouvoir en entendre parler. Et alors, moi je dis que si ça existe, alors il fallait qu'il se fasse entendre beaucoup plus que ça. Que par exemple, ce monsieur qui disait « aidez-moi, moi qui suis instituteur », etc. Et on entend toujours la même chose, et puis on finit par un psychodrame collectif. Pourquoi il y a des trucs comme ça à la télé, et pourquoi nous on ne se bat pas? Pourquoi quand TF1 a été privatisé, il n'y avait personne à la manifestation, si ce n'est les employés d'Antenne 2, ce qui m'a complètement sidéré, moi. C'est assez fou ce pays. Savoir aussi, par exemple, si une enquête comme celle de Valraf sur la vie quotidienne d'un travailleur immigré, au-delà de ça, les profits qui sont faits sur son dos et sur l'ensemble des gens qui travaillent avec lui, est-ce qu'ici ça intéresserait les gens de le lire, de l'acheter en livre de poche? Ici, oui.
Ce sont plutôt des réflexions plutôt que des questions. Et justement, j'aimerais avoir quand même votre opinion là-dessus, sur justement donc la position de la curiosité du français, parce qu'au-delà de tous les interdits qu'on vient d'énumérer, du côté des pouvoirs publics, des pressions, etc., il y a aussi quand même du côté de la France, à mon avis, une non-curiosité du côté du journalisme d'investigation en général. Hervé, Bosini. Oui, non, moi je voulais simplement dire que c'est une affaire de rapport de force, comme tant de choses dans notre vie. Et la balle est à la fois chez vous et chez nous. Il faut créer effectivement des associations, je sais pas moi. Alors il est évident, vous savez que 2 lettres, 300, 500, 600 lettres, c'est peu de choses. Vous savez qu'une émission à Antenne 2 peut du jour au lendemain être supprimée, pas à cause de 600 lettres, mais à cause d'un article dans la presse écrite. C'est un truc qui est assez formidable. Donc il faut créer le rapport de force. Mais vous savez, là aussi, l'état de la société française, on a peu vu, on n'a pas l'habitude ici, c'est pas le mode, comment dire, d'action, que de créer des associations dans des tas d'autres domaines, hein, pour réellement établir un vrai rapport de force avec toute autre institution que la télévision. On ne peut pas dire que nous sommes, par exemple, comme les États-Unis, hein, les fameux groupes de pression, ils existent assez peu. En France, en plus, on est très désyndicalisé et autres, c'est beaucoup plus éparpillé, donc ça, c'est un... Je pense que ça tient beaucoup aussi à notre histoire. On attend avec impatience la télévision interactive, à savoir, bon, on parle de relations avec le public. C'est vrai que bon, on rêve tous de cette télévision, qu'il y ait possibilité aux téléspectateurs d'intervenir, justement. Les téléspectateurs ne sont pas cons, hein, ils consomment ce qu'on leur donne, mais c'est vrai que bon, il faut prendre l'exemple des télévisions déjà avancées, à savoir la télévision communautaire au Québec, ou par exemple d'autres télévisions qui sont beaucoup plus en avance, où l'interactivité existe, et c'est vrai que bon, ça pourrait résoudre pas mal de choses dans le domaine de relations avec le public et les téléspectateurs. C'est Lionel Duroy, qui est journaliste à Libération, et qui est allé enquêter pendant 7 mois à Poitiers, et qui a raconté l'affaire de Poitiers. Tout simplement, il a fait, lui, journaliste, parce qu'il avait un patron de presse et un journal qui était capable de le déléguer 7 mois, je dis bien 7 mois, avant un grand procès, qui était un procès dont on savait qu'il allait être un procès riche. Riche puisque l'un des milieux les plus fermés de la société française, où on ne va pas partout, on dit qu'on ne va pas partout pour voir contrôler les ventes d'armes. Ça c'est vrai, les marchands d'armes, il faut forcer la porte, mais il y a un autre club dont la porte ne se force pas facilement, c'est le club des médecins. Eh bien, Lionel Duroy a enquêté 7 mois, et je dirais qu'il est peut-être, lui, journaliste, à l'origine du double acquittement. Moi je plaide, méfiez-vous de la... Vous savez, faites votre journal vous-même, c'est le téléphone. Vous avez une petite amie, si vous avez une information, vous lui téléphonez, ça ne coûte pas très cher. Mais ayez des bons journaux et je crois qu'il faut laisser faire la télévision à ceux qui ont appris la manière de faire la télévision. Quitte, vous, à protester, écrire et demander des émissions interactives, voire même écrire par milliers pour dire... Il y en avait une qui était une émission interactive joyeuse, qui était de bordel organisé du samedi soir, sympathique, parce que quelquefois ça faisait affleurer des choses qui n'apparaissaient pas dans les journaux télévisés. C'était l'émission de Pollack. Alors si vous aimez ça, ben, écrivez massivement pour qu'on vous redonne une émission de ce type. Mais ne vous trompez pas, c'est pas parce que vous allez écrire vous-même, faites votre journal vous-même, téléphonez aux copains vous-même, que vous allez avoir enfin la vie vraie qui va passer à la télé. Yvan, j'ajouterais simplement 9 mois pour Alfonsi et Degnaud pour faire une enquête, 7 mois pour Lionel Duroy, c'est-à-dire qu'il faut être riche et avoir du temps. Et c'est pas donné à tout le monde, c'est vrai, quoi. Ça, c'est une Lionel Duroy, c'était un congé sans solde pour faire un livre. Hein. Ah oui. Alors ça, c'est le détail rajouté. Alors, encore une ou deux questions, je dirais deux questions dans le public. Deux questions en public et puis ensuite nous serons obligés de... Pour en revenir à ce que M. Levaille disait tout à l'heure par rapport au pape et à Waldheim, je crois que les investigateurs ou les éventuels journalistes qui depuis s'y sont intéressés
aurait eu beaucoup de mérite s'il l'avait fait quand Waldheim était secrétaire général de l'ONU. Il l'a été pendant de longues années et il a fallu que ce soit le Congrès juif mondial qui en fasse un cheval de bataille pour que l'on parle de Waldheim et de son passé nazi, quoi. Voilà. Nous sommes plusieurs jeunes grands porteurs ici à ce festival. Nous travaillons parfois en investissant énormément de temps. Nous avons fait plusieurs documentaires, plusieurs magazines qui sont passés sur les chaînes de télévision cette année. Notamment, j'avais fait un film, pour ne parler que de mon cas, un exemple que je connais, sur l'Afghanistan, sur un portrait d'un chef afghan qui s'appelle Massoud. J'ai mis 9 mois pour le faire, 3 voyages clandestins en Afghanistan. Je voulais vous dire donc que nous étions Gilles Demest à côté de moi, Pascal Martin, Jacques Cotta. Il y a énormément de monde qui travaille et je vous assure, il faut aussi regarder sur les autres chaînes ce qui se passe. Il y a vraiment beaucoup de travail qui est fait. Non, parce que je voulais pas que vous... Non, je vais parler des journalistes, des jeunes journalistes. Jean-François. Non, mais il faut donner de l'espoir aux téléspectateurs, c'est qu'on est nombreux à être très passionnés. Jean-François, la discussion personnelle, on la continuera tout à l'heure autour d'un verre, parce que je suis obligé d'arrêter maintenant le débat. Tu sais, les problèmes horaires, ça arrive un peu partout, y compris dans les magazines et y compris dans un débat. Il faut bien être un petit peu, sévère peut-être quelquefois. Maintenant, vous avez la possibilité de voir un film qui vous est proposé, projection de Aux quatre coins de coin du canard de Bernard Bessa. C'est passé, ça fait 1h30, c'est ça à peu près, 1h33. Bernard Bessa est par là, je crois, non ?